J'avais un nœud dans l'estomac en attendant l'arrivée de Mike. Mais c'était exactement la nouvelle dont j'avais besoin. J'ai certainement pris un peu de risque avec celui-ci. Mais parfois, il faut se lancer. À 59 ans, Rick Harrison a lâché une bombe à propos de son fils Adam qui a choqué tout le monde. Une vérité cachée à la vue de tous, enfin dévoilée. La renommée de Rick, construite sur les fondations de Pawn Stars, masquait un réseau de secrets de famille, de batailles juridiques et une histoire si compliquée que peu de gens l'ont vu venir. La vie du roi des prêteurs sur gage n'était pas l'histoire à succès qu'elle semblait être, mais un drame rempli de trahisons, de pertes et de tensions non résolues. Laissez-nous écouter les révélations de Rick, des secrets qui vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. La couronne turbulente du roi des pions Rick a bâti son empire à partir de modestes débuts. Le prêteur sur gage en or et en argent n'a pas toujours été un lieu touristique populaire ou un incontournable de la télé-réalité. Au début, il n'était qu'un homme qui essayait de garder les lumières allumées, de prendre des décisions difficiles et d'apprendre les ficelles du métier de prêteur sur gage. Il prêtait de l'argent en échange d'objets qu'il n'était pas sûr de revoir un jour, et gagnait à peine de quoi couvrir ses frais. Mais il avait un don pour les histoires et comprenait que chaque objet, d'une montre en or à une bande dessinée poussiéreuse, en avait une. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était aussi une question d'histoire. Une nuit, Rick a trouvé un objet si inhabituel qu'il allait tout changer. Mais sa véritable importance n'a été révélée que bien plus tard. Le tournant est arrivé en 2009 lorsque Pawn Stars a été diffusée. L'émission a eu un succès immédiat. Tu dépenses de l'argent comme si tu étais le propriétaire. Écoute, mec, si je vois une opportunité, je vais la saisir. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu m'as appris. Les fans adoraient de regarder le père de Rick, le vieil homme, son fils Corey et leur ami excentrique, Chumley, marchandeur de tout. Des reliques de la guerre civile aux souvenirs de célébrités. La boutique est devenue une scène pour des objets fascinants et des pitreries hilarantes. Mais dans les coulisses, la vie n'était pas toujours de tout repos. La célébrité apportait de l'argent, mais elle apportait aussi des problèmes. De gros problèmes. La vie de famille de Rick était loin d'être parfaite. Son père, le vieil homme, était la pierre angulaire de l'entreprise, mais son décès en 2018 a laissé un vide énorme. La relation de Rick avec sa mère, Joanne, a pris une tournure amère après la mort de son père. Joanne l'a accusé de l'avoir manipulée pour qu'elle cède ses parts de l'entreprise alors qu'elle était malade. Elle a prétendu qu'elle n'avait pas compris ce qu'elle faisait et a ensuite intenté une action en justice pour exiger un compte rendu des finances du magasin. Elle a affirmé qu'il lui devait des centaines de milliers de dollars en espèces et en argent. La situation s'est encore compliquée lorsqu'elle a déposé une ordonnance restrictive pour l'empêcher de vendre les biens de la famille. Au milieu de tout cela, l'histoire d'Adam, le fils de Rick, est restée largement dans l'ombre, contrairement à son frère Corey, qui était un habitué de l'émission. Adam est resté en dehors des projecteurs. Il a choisi une voie différente et Rick a rarement parlé de lui en public. Mais les rumeurs allaient bon train. Certains disaient qu'Adam s'était brouillé avec sa famille. D'autres affirmaient qu'il souhaitait simplement une vie plus tranquille. Quelle que soit la vérité, il était clair que l'absence d'Adam se faisait sentir. Les ennuis judiciaires ne se limitaient pas à Rick et Joanne. Chumley, le complice loufoque et adoré des fans, avait sa part de scandale. En 2016, son domicile a été perquisitionné dans le cadre d'une enquête pour agression conjugale. Bien que les accusations d'agression n'aient pas été retenues, la police a trouvé de la drogue et des armes non enregistrées, ce qui a mis Chumley dans de beaux draps. Il a évité la prison en plaidant coupable pour des accusations moins graves. Mais l'incident a terni son image. Corey, l'autre fils de Rick, a lui aussi connu des difficultés. Surnommé Big Hoss, Corey a dû lutter contre des problèmes de poids et a subi un pontage gastrique en 2010, perdant plus de 45 kilos. Malgré ses efforts pour améliorer sa santé, le comportement de Corey lui a parfois causé des ennuis. Des bagarres dans les bars aux accidents de camping-car. Il a dû faire la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons. À mesure que Pawn Stars gagnait en popularité, la surveillance s'est accrue. Les fans ont commencé à remettre en question l'authenticité de l'émission. Des rumeurs ont fait surface selon lesquelles de nombreuses transactions avaient été mises en scène et les évaluations des experts avaient été planifiées à l'avance. Le charme de l'émission, sa spontanéité et son imprévisibilité ont commencé à s'estomper.
Les critiques ont accusé les acteurs d'avoir joué des versions exagérées d'eux-mêmes, transformant ce qui était autrefois un véritable aperçu du marché des prêts sur gage en une simple énième émission de télé-réalité scénarisée. Malgré tout ce drame, la passion de Rick pour la boutique n'a jamais faibli. La boutique de prêts sur gage en or et en argent est restée un point de repère à Las Vegas, attirant aussi bien les fans que les curieux. Mais l'héritage de Pawn Stars ne se résumait plus seulement à des objets originaux et à des négociations astucieuses. Il y a aussi eu des querelles familiales, des batailles juridiques et le côté sombre de la célébrité. Cette histoire est celle de la résilience. Malgré les scandales, les procès et les pertes personnelles, l'entreprise a continué à fonctionner. Que Pawn Stars continue ou non, son impact sur la télé-réalité est indéniable. Le petit prêteur sur gage est devenu un phénomène mondial, prouvant que même les entreprises les plus modestes peuvent avoir une histoire qui mérite d'être racontée. Et Adam? Son choix de rester à l'écart des projecteurs a peut-être été le plus intelligent de tous. Le charme de l'émission réside dans l'accent mis sur les objets fascinants et les relations entre les acteurs. Chaque épisode proposait quelque chose de différent. Des pièces rares et des objets anciens aux objets de collection modernes. Les fans ont pu découvrir le processus de marchandage en apprenant l'histoire et la valeur d'objets uniques. Mais au fil des saisons, les drames entre les acteurs ont commencé à prendre le dessus, éclipsant les histoires de la boutique. Le procès de Joanne n'a pas été le seul à ébranler la famille. La boutique a également dû faire face à des accusations de clients et d'anciens employés. Un client a un jour affirmé que la boutique avait fait fondre sa collection de pièces de monnaie anciennes sans en confirmer l'origine. Un autre a affirmé qu'un article vendu comme authentique s'était avéré être un faux. Ces controverses ont dressé le portrait d'une entreprise qui lutte pour concilier notoriété et intégrité. Les ennuis judiciaires de Chumlee ne se sont pas arrêtés avec son arrestation en 2016. Il a continué à faire l'objet d'un examen public minutieux pour son comportement, notamment son style de vie tape à l'œil. Si ces frasques ont fait l'objet d'une émission télévisée divertissante, elles ont également soulevé des questions sur son rôle dans le magasin. Les fans se demandaient si son personnage à l'écran était le reflet fidèle de qui il était ou juste un numéro pour les caméras. La vie personnelle de Corey est également devenue un sujet d'intérêt public. Son parcours de perte de poids était inspirant, mais ses luttes avec la célébrité et les responsabilités étaient évidentes. Tu devrais jeter la pomme en l'air maintenant, et je reprendrai l'épée. Chumlee. Ce sera amusant. Ce sera génial. Je te le dis. De quel genre de choses parlons-nous? Je parlais juste en général. Corey, dis à ton père ce que tu as fait cette fois-ci. L'ambition de Corey de reprendre le magasin était souvent en contradiction avec son attitude décontractée, ce qui entraînait des tensions avec Rick. Malgré leurs différences, le duo père-fils a réussi à maintenir l'entreprise en activité, même si leur relation a été mise à rude épreuve. Les experts de l'émission, appelés à estimer les objets, ont eux aussi été confrontés à leur lot de controverses. Certains ont été accusés de surévaluer des objets pour améliorer leur réputation, tandis que d'autres ont commis des erreurs remettant en cause leur expertise. Un incident notable a impliqué un expert en authentification d'autographes qui a mal identifié une signature, ce qui a provoqué une réaction négative de la part des fans et des collectionneurs. Au fur et à mesure que Pawn Stars entrait dans ses dernières saisons, l'attention s'est détournée de la boutique et de ses articles. Les drames familiaux et les scénarios scénarisés ont pris le dessus, laissant certains fans déçus. Ce qui était autrefois un mélange unique d'éducation et de divertissement est devenu une sorte de télé-réalité typique, remplie de conflits fabriqués et d'intrigues sensationnelles. La tentative de Rick de développer la marque par le biais de Pawn Plaza était une décision audacieuse, mais elle a mis en évidence les défis de la traduction de la célébrité télévisée en succès dans le monde réel. Le centre commercial a eu du mal à attirer des visiteurs et bon nombre de ses locataires ont reproché à Rick de ne pas lui avoir fourni suffisamment de soutien. Les procès s'ensuivirent, s'ajoutant à la longue liste de batailles juridiques de la famille. Malgré les revers, Rick resta engagé dans le métier de prêteur sur gage. Le prêteur sur gage d'or et d'argent continua de fonctionner, attirant à la fois des fans fidèles et des touristes curieux. Le succès de la boutique témoigne de la détermination et du sens des affaires de Rick, même lorsque la popularité de l'émission de télévision décline. Quant à Adam, sa décision de rester à l'écart des projecteurs était probablement délibérée.
Alors que Corey et Chumlee ont profité de la célébrité qui est venue avec Pawn Stars, Adam a choisi une voie différente. Son absence de l'émission a laissé les fans s'interroger sur son histoire, mais elle l'a également épargné des controverses qui ont tourmenté le reste de la famille. Pawn Stars a peut-être commencé comme une simple émission de télé-réalité sur les prêteurs sur gage, mais elle est devenue bien plus que cela. Elle a offert un aperçu des complexités de la gestion d'une entreprise familiale, de la navigation dans la célébrité et de la gestion des pressions du public. L'héritage de l'émission est un mélange de succès et de scandale. Un rappel que même les vies les plus ordinaires peuvent contenir des histoires extraordinaires. Si l'avenir de Pawn Stars reste incertain, son impact sur la télé-réalité est indéniable. L'émission a fait revivre l'histoire, a fait découvrir aux téléspectateurs le monde du prêt sur gage et a mis en lumière les hauts et les bas d'une famille soudée, mais souvent dysfonctionnelle. Que la série continue ou non, Pawn Stars restera dans les mémoires comme un phénomène culturel qui a marqué le monde du divertissement. La vie de Rick Harrison n'a pas toujours été celle que l'on voit à la télévision. Que lui a-t-il fallu pour en arriver là? La scène de Pawn Stars avec Steve Carell commence de manière assez ordinaire. Mais les choses deviennent vite bizarres, dans le bon sens du terme. La boutique de Las Vegas a accueilli des tonnes de célébrités. Mais lorsqu'un homme ressemblant beaucoup à la star de The Office se présente, les choses prennent une tournure amusante. Il ressemble à Carell, agit bizarrement comme Carell, mais insiste sur le fait qu'il n'est pas Carell. Rick ne peut s'empêcher de l'approcher pour en savoir plus. Il s'avère que ce n'est qu'un malentendu hilarant. Le sosie de Carell a lui aussi un sens de l'humour qui permet à Rick et à l'équipe de s'amuser. Le véritable moment fort de cette visite se produit lorsque l'homme mystérieux, qui pourrait tout aussi bien être le jumeau de Carell, s'intéresse à un couteau de plongée de la Seconde Guerre mondiale. Rick présente rapidement la pièce et le gars commence tout de suite à plaisanter sur sa conception polyvalente. Couteau, décapsuleur, tire-bouchon et matraque tout en un. Les plaisanteries coulent naturellement, créant un moment qui aurait pu être scénarisé pour une sitcom. Dans le style classique de Pawn Stars, une négociation de prix s'ensuit. Rick suggère d'abord une valeur marchande équitable de $200, le faux Carell, qui ne rate jamais une occasion, propose un montant ridiculement élevé de $40, clairement juste pour maintenir l'humour. Rick joue le jeu et la négociation prend plus l'allure d'une comédie que d'une transaction sérieuse. Finalement, le couteau reste invendu, mais tout le monde s'en va en souriant. Plus tard, Mick Foley, la légende du catch, entre dans la boutique avec quelques souvenirs vintage. Un t-shirt Dude Love et Unmask Mankind, tous deux signés. Rick et Chumlee s'illuminent à la vue de ces articles, surtout lorsqu'ils apprennent que les pièces sont autographiées par Foley lui-même. Chumlee, en tant que passionné de catch, se lance dans une mini-leçon d'histoire sur les multiples personnalités de Foley. Mankind, Dude Love et Cactus Jack. Lorsque Rick demande un prix, le vendeur suggère $500 pour les deux articles. Comme d'habitude, Rick n'achètera pas sans vérifier l'authenticité des signatures. Foley, qui est un bon sportif, reste dans les parages pendant que Chumlee appelle un ami qui connaît les objets de collection de catch. À la surprise générale, Foley lui-même accepte d'inspecter les objets. Il confirme que le masque et le t-shirt sont authentiques, ajoutant un peu d'histoire sur le caractère limité des t-shirts Dude Love en raison du coût élevé de la production tie-dye. Il essaie de conclure l'affaire pour $200, mais le vendeur décide qu'il préfère garder les articles, surtout après avoir rencontré Foley en personne. Dans un autre épisode, Stan Lee, le légendaire créateur de bandes dessinées, fait une brève apparition. Un client apporte une bande dessinée originale de Spider-Man des années 70 signée par Stan Lee et l'artiste John Romita. La bande dessinée présente une scène avec Mary Jane et Spider-Man qui est un peu osée pour l'époque. Mary Jane est dans une baignoire et invite Spider-Man à venir. Intrigué, Rick sait que cette œuvre a de la valeur, mais le prix demandé par le vendeur, Dick Zero, semble élevé. Chumlee, désireux d'impressionner Rick, suggère d'apporter la bande à la station Marvel Avengers à Las Vegas pour l'authentifier. À la station, Chumlee rencontre un expert qui confirme que les signatures sont authentiques. Le vendeur essaie de maintenir le prix de $10. Mais Rick, toujours négociateur, contre-attaque avec $300. Après quelques échanges, ils se mettent d'accord sur $5. Chumlee rayonnant d'avoir négocié l'affaire.
La rencontre avec Stan Lee a sans aucun doute été le point culminant de cet épisode, offrant aux fans un croisement mémorable entre la culture pop et l'histoire. Dana White, le président de l'Ultimate Fighting Championship, fait une apparition audacieuse dans la saison 15 épisode 17. Il est à la recherche d'un objet unique à ajouter à sa collection d'armes grandissantes. Chumlee et Corby lui montrent plusieurs épées anciennes, mais c'est une épée de samouraï restaurée du 15e siècle qui attire l'attention de Dana. Rick donne un historique détaillé de la lame, expliquant ses liens avec une famille de samouraïs et la restauration coûteuse qu'elle a subie au Japon. Le prix demandé est de 40 $. Dana, toujours prête à en découdre, contre-attaque en proposant 28 $. Rick ne cède pas et, après une négociation tendue, Dana accepte 35 $. Mais il n'a pas encore fini. Repérant d'autres épées dans la boutique, Dana propose 30 $ supplémentaires pour le lot. Chumlee et Corby, ravis de cette vente massive, commencent à emballer les épées. Rick, cependant, n'est pas très content lorsqu'il découvre qu'ils ont vendu l'épée de samouraï qu'il leur avait explicitement dit de ne pas vendre. En finale, Dana repart avec un butin de 69 $ et il ne peut que hocher la tête face à cette manne inattendue. Enfin, dans l'une des premières saisons, Chumlee a une altercation avec la légende de la musique recluse, Bob Dylan. Tout commence lorsqu'un client apporte un exemplaire de l'album d'autoportrait de Dylan, dans l'espoir de le vendre. Rick propose 50 $ en faisant remarquer que l'album n'est pas en parfait état. Mais il a une idée. Si Dylan parvient à le faire signer, sa valeur pourrait monter en flèche. Chargé de retrouver Dylan, qui est en ville pour un concert, Chumlee se lance dans les rues de Las Vegas. Contre toute attente, il retrouve Dylan et parvient à obtenir l'autographe. De retour au magasin, Chumlee présente fièrement l'album signé à Rick. Cependant, au lieu de simplement signer son nom, Dylan l'a personnalisé avec un message pour Chumlee, diminuant ainsi sa valeur de revente. Il n'est pas très enthousiaste. Mais Chumlee est aux anges d'avoir rencontré l'une de ses idoles. Pawn Star a le don de mélanger humour, histoire et apparition de célébrités de manière à captiver les téléspectateurs. Qu'il s'agisse d'erreurs d'identité, de lutteurs légendaires, d'icônes de bandes dessinées ou de musiciens reclus. L'émission sait comment transformer les transactions ordinaires d'un prêteur sur gage en moments inoubliables. Le sosie de Steve Carell n'a peut-être pas acheté le couteau de plongée, mais sa visite dans la boutique a bien fait rire tout le monde. Même si le couteau n'a pas été vendu, il s'est transformé en une de ces rencontres mémorables qui rendent le spectacle unique. On peut en dire autant de l'apparition de Mick Foley. Le vendeur est peut-être reparti avec ses souvenirs signés, mais les fans de catch ont pu voir un segment divertissant impliquant l'une de leurs superstars préférées. L'épisode de Stan Lee se démarque car il combine le monde des comics avec l'histoire, ce qui est exactement ce pourquoi Pawn Stars est connu. La signature de Stan Lee sur la bande dessinée Spider-Man a ajouté une valeur significative à l'œuvre. L'excitation de Chumlee à l'idée de rencontrer Lee était palpable, ce qui montre clairement que même après des années de travail dans la boutique, rencontrer une légende comme Stan Lee est une grande affaire. La visite de Dana White a été un autre moment fort, non seulement en raison de l'énorme somme d'argent en jeu, mais aussi parce qu'elle a montré comment la boutique gère les acheteurs haut de gamme. Vendre un sabre de samouraï pour 35 $ et ajouter ensuite 30 $ supplémentaires pour le reste des sabres n'est pas une mince affaire. Il avait l'habitude de les distribuer. Il gravait de petits détails sur une carte, la signait. Et celle-ci est même datée de janvier 1900. Cool! C'est un excellent conseil. La réaction de Rick lorsqu'il a appris la vente a ajouté une touche d'humour à un épisode déjà passionnant. La quête de Chumlee pour retrouver Bob Dylan et obtenir son autographe est un exemple classique de la manière dont la série mélange humour et histoire. Même si l'album signé ne s'est pas avéré aussi précieux que Rick l'avait espéré, il a donné aux téléspectateurs une histoire amusante et un aperçu de la détermination de Chumlee. L'interaction avec le sosie de Steve Carell a été l'un de ces moments insolites qui n'arrivent que dans Pawn Stars. La décision de Rick d'approcher l'homme pour savoir s'il s'agissait vraiment de Carell s'est transformé en un échange amusant qui a diverti les téléspectateurs. Le fait que l'homme ait fini par plaisanter sur l'achat d'un couteau, de plongée de la Seconde Guerre mondiale n'a fait qu'ajouter à l'humour de la situation. La visite de Mick Foley au magasin a été un régal pour les fans de catch.
Voir Chumlee s'extasier devant les souvenirs de Foley et entendre Foley parler de ses personnages de catcheur a donné lieu à un segment captivant. Le fait que Foley lui-même ait vérifié l'authenticité des articles a ajouté une couche de crédibilité à la transaction. L'apparition de Stan Lee dans l'émission a été un événement majeur. Il était rare qu'un client apporte une bande dessinée de Spider-Man signée par Lee et Romita. Ce segment a mis en lumière l'expertise de la boutique dans le traitement des objets de collection de grande valeur et a montré comment elle fait le maximum pour authentifier les articles. La rencontre avec Stan Lee a été la cerise sur le gâteau pour Chumlee, qui pouvait à peine contenir son enthousiasme. L'achat de l'épée de samouraï par Dana White a été l'une des plus grosses ventes de l'histoire de la série. Le processus de négociation a été tendu mais divertissant. Dana poussant fort pour obtenir un meilleur prix et Rick tenant bon. Le fait que Dana ait fini par acheter plusieurs épées pour un total de 69,0 $ en a fait l'un des épisodes les plus mémorables. L'aventure de Chumlee pour retrouver Bob Dylan et obtenir son autographe était à la fois drôle et impressionnante. Malgré les difficultés, il a réussi à retrouver Dylan et à lui faire signer l'album. Le message personnalisé de Dylan n'a peut-être pas augmenté la valeur de l'album, mais il a donné à Chumlee une histoire à raconter pour les années à venir. Même les professionnels peuvent parfois se tromper. On entend ensuite parler de transactions qui ne se sont pas déroulées comme prévu, des paris coûteux et des contrefaçons. Rick et son équipe du prêteur sur gage sont peut-être des vétérans du métier, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été victimes de mauvaises affaires de temps à autre. 14 ans d'expérience et de nombreuses leçons coûteuses n'ont toujours pas empêché l'équipe de se faire avoir par quelques faux. Tout d'abord, il y a eu cette fois quelqu'un qui est entré avec un livre soi-disant signé par Joe Jackson pieds nus. La signature de Jackson est désormais le saint graal des collectionneurs de baseball. Le problème est qu'il ne savait pas écrire. La plupart des objets signés qui lui sont attribués, en fait, ils sont signés par sa femme. Mais le prêteur sur gage chevronné, bien que sachant cela, pensait avoir repéré quelque chose de rare. Il s'est dit que même si c'était un pari risqué, le jeu en valait la chandelle. Après quelques échanges, le responsable du magasin a décidé de débourser 13,0 $. C'est vrai. 13,0 $ pour ce qu'il espérait être un vrai autographe de Joe pieds nus. Mais une fois que le gars est parti avec son argent, le patron a pensé qu'il était sage de faire appel à un véritable expert. Mauvaise nouvelle, la signature n'était pas réelle. Il s'est avéré qu'il avait misé gros et qu'il avait perdu. Pas vraiment un coup de circuit. Puis il y a eu l'incident du maillot d'échauffement de Kobe Bryant. Un homme a apporté ce qu'il prétendait être un maillot de Kobe utilisé lors de la finale de 2010. Il portait le numéro de Kobe et tous les patchs appropriés. Et en plus, il était signé. Le vendeur en voulait 25,0 $. Le personnel était impressionné, mais savait qu'il fallait l'avis d'un expert avant de dépenser autant d'argent. Lorsque l'expert est arrivé, les choses ont pris une autre tournure. Bien sûr, le maillot était réel, mais il n'avait pas été utilisé pour le match, mais simplement fourni par le match, ce qui le rendait beaucoup moins précieux. Au lieu de valoir 25,0 $, l'expert l'a estimé à environ 15,0 $. L'équipe n'a pas apprécié ce prix, donc la transaction n'a pas eu lieu. Fait amusant. Après le décès tragique de Kobe, des maillots similaires ont vu leur valeur grimper en flèche pour atteindre plus de 200,0 $. Quelle occasion manquée! Les bandes dessinées étaient un autre point faible de la boutique. Un jour, une femme nommée Chelsea est entrée avec 7 cartons de vieilles bandes dessinées. L'employé, toujours à la recherche de preuves, a sauté sur l'occasion. Sans feuilleter toutes les bandes dessinées ni faire appel à un expert, il a offert à Chelsea 5 cents $ pour le lot. Il pensait qu'il pourrait peut-être trouver 1 ou 2 perles rares. Il s'avère que la plupart des bandes dessinées ne valaient presque rien. Après avoir transporté les cartons, les membres de la direction n'étaient pas très enthousiastes. Un expert a confirmé plus tard que même si quelques numéros avaient de la valeur, ils ne couvraient pas du tout le prix payé par l'employé. Un autre jour, une autre perte. Vous vous souvenez de ce prétendu gilet indien des années 1890? Un client s'est présenté en prétendant qu'il s'agissait d'un authentique gilet de cérémonie Sioux. Pensant qu'il avait l'air authentique, le chef d'équipe l'a payé un 300 $. Si cette chose est légitime, elle vaut vraiment de l'argent. Et je connais la personne exacte qui peut me donner cette information. Il n'a pas pris la peine de faire appel à un expert au préalable, ce qu'il aurait dû faire.
Attention spoiler. Une fois le gilet examiné, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une reproduction faite pour les touristes, et non d'un vêtement porté par les Amérindiens il y a plus d'un siècle. Cette erreur lui a coûté cher. Et qui pourrait oublier la lettre de Napoléon? Un type a apporté une lettre encadrée affirmant qu'elle ait été signée par Napoléon lui-même. Le jeune associé, pensant avoir trouvé quelque chose de spécial, a négocié un accord et l'a acheté pour 2 $. Il était assez confiant quant à sa découverte, jusqu'à ce que le patron insiste pour la faire authentifier. Un expert a jeté un coup d'œil et a souligné les problèmes flagrants. La lettre était une réplique, pas un original. L'investissement de 2 $ de l'associé? Sans valeur. Leçon retenue. Ne faites pas l'impasse sur la vérification par un expert. En parlant de musique, un vendeur a apporté ce qu'il prétendait être une mandoline Gibson Vintage. Le même employé enthousiaste, se rappelant à quel point son directeur aimait les instruments, a pensé qu'il impressionnerait le patron en l'achetant sur le champ. Il a négocié le prix à un 500 $ et a conclu l'affaire. Mais lorsque le chef du magasin a fait appel à un expert, les choses ont vite mal tourné. La mandoline s'est avérée être une contrefaçon avec plusieurs caractéristiques incorrectes, comme un autocollant que Gibson n'a jamais utilisé. Le pari d'un 500 $ s'est transformé en un fiasco total. Aïe. Et puis il y a eu la débâcle de la carte de baseball Cy Young. Un homme est entré avec une vieille carte de 1909 représentant le légendaire lanceur Cy Young. L'ancien passionné de cartes de baseball n'a pas pu résister. Il a marchandé le prix du vendeur de 0 $ à 300 $, pensant qu'il pourrait encore faire un bénéfice. Quand il a finalement examiné la carte, l'expert a confirmé qu'elle était authentique, mais en si mauvais état qu'elle valait à peine 200 $. Le pari n'a pas été payant. Il a perdu 100 $. Enfin, parlons de ces 6 fausses montres Rolex que le jeune associé a achetées pendant ses premiers jours de travail de nuit. Pensant faire de bonnes affaires, il a déboursé 4 $, pour 6 montres, qui se sont toutes révélées être des contrefaçons. Le patron n'était pas ravi lorsqu'il l'a découvert. Et le nouveau venu de l'équipe de nuit a eu droit à un cours intensif sur l'importance de faire authentifier les articles haut de gamme avant de les acheter. Et il ne s'agissait pas seulement de montres et de maillots. Le jeune associé a un jour essayé d'acheter un uniforme de baseball de Willie, mais pour 31 $, après qu'un expert a confirmé qu'il était authentique. Malheureusement, bien que l'uniforme soit authentique, il n'avait pas été porté pendant le match, ce qui le rendait bien moins cher que prévu. Pire encore. L'uniforme s'est révélé plus tard être un faux, et a fini par être vendu aux enchères pour seulement 19 $. C'est une perte de 12 $ qu'il a dû digérer. Pour finir, voici une question simple. Les vendeurs de faux articles devraient-ils être plus sévèrement punis ou les acheteurs devraient-ils également être plus prudents? Partagez vos réflexions comme cet article et abonnez-vous pour en savoir plus.